Récemment, vous avez publié avec Eric Heyer et Pascal Lokiek Une autre voie est possible. Le modèle social français n'est pas mort aux éditions Flammarion, mais vous avez souhaité profiter de l'occasion du Printemps de l'économie pour parler de travaux un petit peu plus anciens. Et en l'occurrence, un document de recherche que vous avez signé en décembre 2016 pour l'OIT, l'Organisation internationale du travail, intitulé L'avenir du travail, sens et valeurs du travail en Europe. Alors, dans ce document, vous dessinez 3 grands scénarios en concurrence pour décrire l'avenir du travail dans les décennies à venir. Le démantèlement du droit du travail, ça c'est le premier. Le deuxième, le scénario de la révolution technologique, la fin de l'emploi dû à l'automatisation. Et enfin, le troisième scénario, celui qui a votre préférence, reconversion écologique, qui est le plus souhaitable. Alors on passera ensuite la parole à Vincent Jarousseau qui nous présentera son livre Les racines de la colère, qui est directement lié à tout ce que va nous dire Dominique. Alors on vous passera la parole après. On va rapidement revenir sur ce document que vous avez produit pour l'OIT, Dominique. Alors tout d'abord, avant de tenter d'esquisser le futur, on va essayer de comprendre le passé. Et en ce qui concerne la notion de travail, on voit bien que cette notion, elle a évolué, elle s'est enrichie de nouvelles significations au cours des siècles, tout du moins en Europe. Alors, est-ce que vous pouvez nous refaire brièvement, je sais que c'est compliqué, l'historique de l'évolution de cette notion du travail ? Oui, bonjour à tous d'abord et merci beaucoup pour l'invitation et pour l'animation. Alors, une histoire du travail. Vous savez qu'il y a des personnes qui pensent que le travail a toujours existé, qu'on peut remonter à la Genèse et que ça a été la punition qui nous a été infligée après qu'on a croqué la pomme. Tu travailleras à la sueur de ton front. Et un certain nombre de personnes pensent aussi que voilà, le travail a toujours existé parce que le travail, c'est l'activité qui transforme le monde et qui permet aux humains de satisfaire leurs besoins d'une manière générale. Alors moi, quand j'avais fait une petite généalogie il y a quelques années de ce concept, j'avais retrouvé un certain nombre de textes et j'avais défendu une idée un peu différente qui était que finalement, bien sûr que les humains ont toujours transformé leurs conditions de vie et le milieu dans lequel ils vivent, mais que cela n'a pas toujours été vécu comme du travail, ni valorisé comme du travail. Je m'appuyais notamment sur un auteur important qui s'appelle Jean-Pierre Vernant, qui a beaucoup travaillé notamment sur la Grèce antique, et qui dit qu'en Grèce, il n'y avait pas, l'activité de travail n'existait pas, parce que les différentes activités humaines étaient classées dans des catégories très diversifiées, très différentes, et qu'on n'avait pas une seule idée pour mettre dans une seule boîte comme ça toutes ces activités, comme s'il y avait une seule chose qui s'appelait le travail. Et qu'il faudra attendre, je pense qu'on pourrait s'accorder sur le fait qu'il faudra attendre très 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 longtemps, le XVIIe siècle, le XVIIIe siècle et peut-être l'économiste Adam Smith par exemple, pour avoir une grande boîte qui s'appellera travail et qui sera ressentie comme du travail, mais qui se paiera en quelque sorte de son abstraction. Vous vous souvenez que le début du texte, les recherches sur la cause de la richesse des nations s'ouvrent par un éloge de la puissance productive du travail, mais en disant travail, Adam Smith fait référence à une activité très 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 abstraite qui n'a en quelque sorte pour seul dénominateur commun que de pouvoir, comment dirais-je, c'est de la fatigue. Au fond, c'est de la fatigue, de l'effort, de la sueur, ce qui fait le fond de la définition du travail. Et donc, le travail naît en quelque sorte comme abstrait. Et puis, je vois ensuite 2 autres moments très, très importants, si on déroule les siècles. Le début du XIXe siècle, où il y a en Europe tout un mouvement porté en particulier par des philosophes, par Hegel, pour lesquels le travail, c'est vraiment la manière humaine de transformer le monde et de mettre le monde en valeur, et en même temps de se transformer soi-même. C'est également une conception qui va être portée par Marx, notamment par le jeune Marx, avec une idée extrêmement, comment dirais-je, valorisante du travail, puisque Marx dit, supposons que nous produisions comme des êtres humains, et non pas comme des bêtes, supposons que nous travaillions comme des êtres humains, alors nos productions seraient comme autant de miroirs tournés l'un vers l'autre. C'est-à-dire que si je travaillais vraiment
comme un être humain et pas comme un animal, alors finalement, ce que je produis, ça me permettrait de vous montrer une image de ce que je suis exactement, une image de mon individualité, ma singularité, ma personnalité. Et ça, c'est très, très important. Et pourtant, il va y avoir ce que j'appelle, moi, une troisième étape dans l'invention du travail, c'est la fin du 19e siècle, où les conditions que Marx avait mises à la libération du travail, la désaliénation du travail, c'est-à-dire la suppression du travail salarié, eh bien ça ne va pas advenir. On ne va pas supprimer le travail salarié, on ne va pas supprimer le capitalisme, et donc on va rester avec à la fois une idée très valorisante du travail. Le travail, c'est ce qui me permet de me réaliser et de m'exprimer, mais au sein du capitalisme et du travail salarié, c'est-à-dire d'une relation que pourtant Marx avait dénoncée comme étant terriblement aliénante. C'est pour ça que je pense qu'on est aujourd'hui avec un concept très mélangé du travail, très ambivalent. Le travail, c'est à la fois idéalement l'activité qui me permet de transformer le monde, de me transformer et de dire aux autres qui je suis. Mais c'est aussi l'activité aliénée, d'une certaine manière, dont je n'obtiens jamais les conditions pour que le travail, ça soit cette activité parfaite, en quelque sorte, dans laquelle je peux vous montrer qui je suis. Alors aujourd'hui, toutes les études montrent que que les Européens considèrent le travail comme quelque chose d'important, voire de très important. Oui, quand on regarde moi j'ai exploité avec des collègues les enquêtes européennes sur le rapport au travail des Européens, et en effet, ce qu'on voit, c'est que les Européens, d'une manière générale, disent que le travail est très important dans leur vie, et il y a un pays qui le dit d'une certaine manière encore plus que les autres, c'est la France. C'est-à-dire les Français sont parmi les plus nombreux à dire que le travail, c'est très important dans leur vie, plus important même que d'autres domaines, on pourrait dire, même s'il y a une lutte, il y a une sorte de tiercé gagnant chez les Français entre la santé, la famille et le travail. Mais les Français sont à la fois ceux qui sont les plus nombreux à dire que le travail est très important, ils sont aussi les plus nombreux à dire qu'il faudrait que le travail prenne moins d'importance dans leur vie, ce qui est un paradoxe, et surtout, ils sont ceux, je crois, qui placent les plus fortes attentes sur le travail, c'est-à-dire qui disent qu'il faut que le travail soit intéressant, passionnant, et il faut aussi avoir une bonne ambiance de travail. Et donc les Français sont très différents des autres pays. Voilà, justement, peut-être un mot supplémentaire sur ces disparités. Un chiffre seulement que vous citez dans votre étude, au Royaume-Uni, plus de 20% des personnes déclarent que le travail n'est pas important du tout. C'est seulement 2% en France. Comment est-ce qu'on peut expliquer cette disparité entre la France et nos voisins ? Vous avez des pays où on a l'impression que la relation au travail est beaucoup plus pragmatique. C'est-à-dire, le travail, c'est un moyen de gagner sa vie, point final. Alors que chez les Français, le travail prend des proportions, je dirais, beaucoup plus importantes, notamment parce que si on suit, par exemple, les thèses d'un Philippe Diribarne sur les logiques de l'honneur, eh bien, il y a en France une importance particulière attachée au travail parce que ça renvoie au statut. Ça renvoie au statut, à notre position dans la société, de la même manière que ça renvoie au diplôme. Donc tout ça se correspond. Le diplôme que vous avez eu et le travail vous amènent à un certain travail. Et ce travail dit beaucoup plus que ce que vous gagnez. Il dit ce que vous êtes dans la société, la position que vous occupez dans la société, votre statut social. Et je pense que ça a vraiment à voir avec ça. Oui, alors justement, si on repart à l'échelle européenne, cette fois-ci, on voit que les attentes envers le travail, globalement, elles se sont étoffées. C'est ce que vous disiez pour la France. Effectivement, il y a l'histoire du statut social, du bien-être matériel, etc. Un mot sur les conséquences de ces très fortes attentes, un mot de ces conséquences qui se sont étoffées. Vous soulignez dans vos travaux que l'augmentation de la flexibilité, l'augmentation du stress, et vous faites même le lien avec le chômage. Oui, en fait, ce qui est intéressant de voir, c'est justement la contradiction qui existe entre l'ampleur des attentes, donc notamment en France, c'est-à-dire qu'on attend... On veut vraiment avoir du travail, et c'est-à-dire quand on nous raconte que les gens ne veulent pas travailler, ça me semble particulièrement faux, on a des tas d'études qui le montrent, mais donc on a envie et besoin d'avoir un travail. Ce sont des attentes qui sont portées également très très fortement par les jeunes
et par les femmes. Souvent, vous savez, on entend que les jeunes ne voudraient plus travailler. Ça me fait penser l'autre jour dans le grand débat justement avec notre président, un sociologue, Olivier Galland, disait regardez les jeunes, ils veulent plus travailler, ils veulent plus s'engager, ils veulent plus. Non, ce qu'on voit dans les études, c'est que les attentes des jeunes, elles sont encore plus fortes que les attentes des plus âgés, et ils attendent particulièrement du travail, en effet, un moyen de, alors se réaliser, s'épanouir, c'est peut-être trop, mais en tout cas, oui, de pouvoir montrer leur singularité. Il y a un sociologue allemand qui s'appelle Stefan Vosswinkel qui dit que le travail dans nos sociétés, c'est devenu la dernière arène dans laquelle les individus peuvent faire montre de leur individualité, de leurs compétences. Comme si c'était le dernier domaine où on pouvait montrer aux autres ce dont on était capable. Et alors, le problème, c'est que ces attentes extrêmement fortes, en France, elles se heurtent à une réalité du travail qui est particulièrement décevante. C'est aussi en France qu'on a des conditions de travail très, très, très médiocres. Quand vous regardez les enquêtes européennes, eh bien, vous voyez que la France, elle n'est pas du tout dans les bons élèves. Conditions de travail très médiocres, beaucoup de stress au travail, de fatigue, de burn-out, bref, une mauvaise qualité de l'emploi. Et donc, ce que je trouve intéressant, c'est que c'est dans notre pays qu'on a en quelque sorte le plus grand écart entre, d'un côté, des attentes immenses et des conditions de réalisation extrêmement, extrêmement mauvaises. Ce qui fait que ces attentes, elles viennent en quelque sorte se fracasser sur la réalité des conditions d'exercice du travail. Alors, les études prospectives, vous parliez des jeunes, Dominique Méda, font état d'un travail toujours plus collaboratif avec une hiérarchie qui s'aplatit quelque part. On parle de travail transverse maintenant, de hiérarchie de fin du top-down en quelque sorte. Ouais. Et puis surtout des hommes qui reprennent leur place face à la machine, face à l'essor de tout ce qui est outils numériques qui permettent des choses comme l'automatisation par exemple, et reprennent leur place avec des compétences qui sont réputées inimitables, pour le moment, tout du moins. Je pense à l'empathie, au leadership, etc. Est-ce qu'il faut y voir une bonne nouvelle quelque part? Est-ce que justement, ça peut permettre de lutter contre ce côté mauvaise qualité du travail que vous décriviez? Oui, certainement. Enfin, les débats autour de l'automatisation sont compliqués parce que on nous assène beaucoup de choses, on nous envoie sur la figure des tas d'études prétendument scientifiques. Peut-être vous souvenez-vous de la fameuse enquête de Frey et Osborne, deux économistes d'Oxford, qui en 2013 ont sorti une étude qui a fait le tour du monde, qui a été redupliquée et qui a été énormément médiatisée. Et cette étude que nous disait donc elle prenait des allures très, très, très scientifiques, et on nous disait en gros que la moitié des emplois allaient être supprimés dans les 10 années à venir. Et moi, je pense toujours que ce genre d'enquête, elle cherche autre chose derrière. C'est-à-dire, si elles ont été médiatisées, c'est aussi parce qu'elles devaient arranger certaines personnes. Si tout le monde a peur de perdre son emploi, ça va être encore plus facile de dégrader encore la qualité des emplois actuels. Donc, je crois qu'il faut vraiment se méfier de ces études et se dire que, oui, l'automatisation, elle pourrait être bonne, mais elle pourrait être bonne si on arrivait à trouver une articulation avec le travail humain. C'est-à-dire ne pas penser que ça va remplacer complètement le travail humain, mais penser, par exemple, que ça va rendre moins pénible le travail humain. L'économie numérique, c'est aussi la montée en puissance des plateformes qui posent la question, alors c'est une grande question, effectivement vous aurez peu de temps pour la traiter, mais la fin du salariat, c'est une réalité ou c'est une pure fiction selon vous? Alors typiquement, la fin du salariat, c'est un slogan qui est utilisé en ce moment par des tas de gens, je crois pour nous faire peur. Parce que quand vous regardez les chiffres, ça n'est en aucune manière la fin du salariat. D'une certaine façon, on n'a jamais eu autant de travail salarié, même si ce travail salarié est d'une qualité pas toujours bonne. Il y a moins de CDI, plus de CDD, il y a du temps partiel, il y a plein de dérogations, il y a des contrats à durée déterminée d'usage. Bref, la qualité se dégrade, mais on a toujours du salariat, on a toujours du CDI, et je crois qu'il ne faut absolument pas croire à cette affaire de fin du salariat, comme si on pouvait
coordonner. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la théorie de cause, mais en fait, l'économiste cause, il dit qu'on peut choisir en quelque sorte entre une coordination par le marché et une coordination par l'entreprise. Vous pouvez, comment dirais-je, coordonner des producteurs indépendants, des travailleurs indépendants, et en leur achetant des prestations, en quelque sorte, d'une part, ou bien vous pouvez, si les coûts de transaction sont trop élevés, vous devez créer une entreprise qui va organiser, grâce à la hiérarchie, cette coordination. Moi, il me semble qu'on n'en est vraiment pas du tout au moment où on pourrait organiser tout le travail avec simplement de la coordination de travailleurs indépendants. Alors maintenant qu'on a bien planté le décor, j'en reviens aux 3 scénarios que vous esquissez et que j'évoquais en introduction. Vous allez nous les décrire et puis nous dire également dans quelles circonstances ces scénarios peuvent se réaliser. Alors d'abord, le premier, c'est le démantèlement du droit du travail. C'est celui qui fait de la compétitivité l'objectif principal. Pour faire un petit peu de provocation, est-ce que ce n'est pas celui qui est en train de se dessiner aujourd'hui? Si, tout à fait. C'est celui qui est à l'œuvre aujourd'hui, je crois, dans un certain nombre de pays. Ce scénario que j'ai appelé du démantèlement du droit du travail, c'est le scénario qui a été proposé en fait par l'OCDE, l'Organisation de coopération économique et du développement, à la fin des années 80. Dans les années 80, souvenez-vous, l'OCDE disait aux pays les plus riches, si vous voulez survivre dans la globalisation, alors il va falloir diminuer les protections, diminuer les salaires, diminuer les protections, protection sociale, protection de l'emploi, parce que sinon vous ne pourrez pas être suffisamment compétitif dans la concurrence internationale. Et donc l'OCDE a fabriqué, mais avec des tas d'économistes aussi, et a fabriqué par exemple un indice de la rigueur de la protection de l'emploi qui faisait une sorte de benchmarking entre les pays pour montrer dans quel pays c'était le plus facile de se séparer de ses salariés, et plus c'était facile, meilleur était le pays. Pourquoi? Parce que l'idée sous-jacente, c'était que nous avons du chômage et nous ne créons pas assez d'emplois parce que nous ne parvenons pas à licencier assez vite les personnes. C'est-à-dire les employeurs n'embauchent pas parce qu'ils ont peur de ne pas pouvoir se séparer suffisamment rapidement de leur main-d'œuvre. D'où toute une série de réformes qui ont eu lieu jusqu'à la dernière en France, les ordonnances sur le travail, qui visent en effet à donner plus de pouvoir aux entreprises et plus de facilité à licencier les personnes, que ça soit moins coûteux de se séparer des personnes. Alors le deuxième scénario, c'est celui de la révolution technologique, automatisation totale. Il y a des économistes qui adhèrent à ce scénario, mais vous, pour votre part, vous y voyez un certain nombre de limites. Oui, je vous disais tout à l'heure que ce scénario, notamment porté par des économistes, que ce scénario, d'abord, voit les études sur lesquelles ils se fondent remises en cause, c'est-à-dire que l'idée qu'il y aurait 50% des emplois qui seront supprimés dans les années à venir a été contredite par d'autres économistes. Et aujourd'hui, donc il y a eu plein d'études depuis, aujourd'hui l'idée ça serait qu'autour de 9% des emplois pourraient être supprimés, mais néanmoins 50% des emplois considérablement transformés. Donc c'est vrai qu'il faut faire attention à cette question-là. Mais ce qui me semble plus critiquable dans tout cela, si vous voulez, c'est la dimension de déterminisme technologique qu'il y a dans tout ça. C'est-à-dire, tout se passe comme si des technologies allaient arriver, allaient s'implanter très facilement et allaient remplacer le travail humain sans qu'il y ait aucune résistance de personne, aucune résistance des travailleurs, aucune résistance des consommateurs. Ça me semble tout à fait critiquable. Et puis, ce scénario a plein d'autres limites, notamment le fait qu'il sous-estime complètement la consommation de matière. On pense toujours que la révolution technologique, c'est bon pour la planète parce que c'est un scénario faiblement consommateur d'énergie, alors qu'on sait très bien que de plus en plus que c'est un scénario qui est très consommateur d'énergie. Et donc, on ne pourra pas non plus le déployer comme ça. Et ni ce premier scénario, le premier du démantèlement du travail, ni ce second scénario ne sont capables, me semble-t-il, de satisfaire les très fortes attentes qui sont posées sur le travail, les attentes dont je vous parlais tout à l'heure. C'est pourquoi vous appelez de vos voeux le troisième scénario, à savoir celui de la reconversion écologique. Alors, c'est le plus souhaitable, selon vous, mais ce n'est pas forcément le plus simple à mettre en place.
Cela passe notamment par un partage du travail. Je disais que vous plaidiez pour la semaine des 32 heures un petit peu plus tôt en introduction. Et puis ça appelle surtout à rompre avec le productivisme, vous l'avez dit également, en passant par exemple par une idée comme se débarrasser du PIB et la course au PIB. Oui, c'est ça. Il me semble que ce scénario de la reconversion écologique, non seulement il est urgent, étant donné tout ce qu'on sait aujourd'hui, plus encore, hein, tous les jours on en sait un petit peu plus sur ce qui risque de nous arriver si on ne prend pas les mesures urgentes qui s'imposent. Mais ce scénario, il fait droit, en quelque sorte, en plus, à toutes les critiques que l'on a entendues depuis les années 70 sur notre addiction à la croissance, parce qu'il est temps, me semble-t-il, de rompre avec cette addiction. Souvenez-vous, en 1972, on a eu un rapport des Meadows, qui déjà nous avait montré que si on ne changeait rien, on allait tout droit vers l'effondrement. L'idée des Meadows, c'était avant 2100, nous nous serons effondrés si nous continuons à avoir des rythmes de croissance qui continuent à être de la sorte. Alors, les rythmes de croissance, en tout cas dans les pays occidentaux, ont un peu diminué, mais vous avez vu que la Chine, l'Inde et d'autres pays s'y sont mis à leur tour. Et vous savez aussi qu'il y a un lien entre la production de gaz à effet de serre et la croissance. C'est un lien absolument évident. J'en veux pour preuve le fait que c'est seulement avec la crise économique et la diminution des PIB qu'on a eu une stagnation des gaz à effet de serre. Donc, ce scénario de la reconversion écologique, non seulement il est absolument nécessaire, il doit nous permettre de nous débarrasser de l'obsession de la croissance, mais je crois aussi qu'il pourrait nous apporter beaucoup de choses. Il pourrait nous apporter, et on a des études qui nous le montrent, des créations d'emplois, parce qu'il faut bien continuer à avoir, me semble-t-il, des emplois, puisqu'on ne pense pas qu'ils vont disparaître, mais je pense que donc ce scénario de la reconversion écologique va être créateur d'emplois, notamment parce que les secteurs que nous allons devoir développer sont plus intensifs en main-d'œuvre que les secteurs qui vont devoir être réduits ou fermés. Mais alors nous avons là toute une gymnastique extraordinairement compliqué à faire pour organiser ce que la Confédération syndicale internationale appelle une transition juste, c'est-à-dire ce qui se passe pas, ce qui s'est passé il y a quelques mois en France, qu'on fasse reposer le coût de la transition écologique sur les ménages les plus modestes, qui sont prisonniers de leur voiture, etc. Donc, concevoir sur 10 ans, sur 15 ans, sur 20 ans, une transition juste, c'est-à-dire une transition écologique et sociale qui pourrait consister, qui doit consister à rebâtir entièrement notre système économique et qui va nous prendre du temps et qui demanderait, me semble-t-il, un très lourd investissement. Alors, je crois que c'est la question centrale à laquelle on est confronté, à laquelle notre président de la République, là, en fin de débat national, est confronté, c'est-à-dire, est-ce qu'on peut sortir de la situation sociale dans laquelle on se trouve? Et est-ce qu'on peut faire face à la menace écologique autrement qu'en consentant un énorme investissement dans la transition écologique et sociale, investissement qu'il va bien falloir financer avec de la création monétaire, avec peut-être un prélèvement sur les plus aisés, un nouveau prélèvement, ou bien en creusant notre déficit. Et puis vous dites aussi qu'une des solutions, c'est de concevoir nos politiques sous un angle beveridgien. Alors ça, il va peut-être falloir expliquer à la salle ce qu'est une politique beveridgienne, oui. En opposition à une politique bismarckienne. Oui, Beveridge, c'était donc un homme d'État anglais qui avait mis en place l'assurance chômage en Angleterre, mais qui surtout a sorti deux rapports très très importants en 1942-1944. En 1942, le grand rapport qui annonce la sécurité sociale, le welfare state, et en 1944, un rapport qui s'intitule « Le plein emploi dans une société libre », dans lequel Beveridge dit que si nous voulons avoir des sociétés libres, alors nous devons garantir le plein emploi. Et pour garantir ce plein emploi, il est keynésien à l'époque, et donc il dit qu'il faut continuer à injecter énormément d'argent dans le système, ce qui renoue avec ma proposition de grand investissement qui nous permettrait de renouer
avec le plein emploi et avec je dirais, l'assurance qu'on sera toujours dans des sociétés libres, en fait. C'est presque le revenu universel, quelque part. Alors, pas tout à fait, parce que... Non, pourquoi? Ce qui me gêne, moi, dans le revenu universel, c'est cette idée que, puisque tout l'emploi va disparaître, il va bien falloir redistribuer le revenu autrement. Or, je ne pense pas du tout que l'emploi va disparaître. Vous dites... Merci beaucoup, Dominique Méda. Je vais passer la parole à Vincent Jarousseau, maintenant, qui est l'auteur de ce livre. Vincent Jarousseau, il est photojournaliste. Et il a publié ce livre, Les racines de la colère, 2 ans d'enquête dans une France qui n'est pas en marche. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter rapidement ces travaux, l'origine du projet et ce qu'il en a résultat? Je précise que c'est publié aux éditions Les Arènes. Oui, c'est sorti mercredi dernier, c'est tout frais. Donc effectivement, Les racines de la colère est le résultat d'une démarche documentaire qui a duré plus de 2 ans dans la ville de Denain. Je ne sais pas si vous savez où est située Denain, c'est une petite ville de 20 000 habitants à quelques kilomètres de Valenciennes, qui est une ancienne capitale, l'ancien berceau d'Usinor. Et donc si j'ai choisi d'aller dans cette ville au début de la campagne présidentielle de 2017, c'est parce qu'elle m'intéressait. Denain, c'est une des villes les plus pauvres de France, avec aujourd'hui un taux de chômage de 35%, un taux de pauvreté de 45%, et aussi au niveau démographique, c'est une ville qui a perdu environ le tiers de sa population en l'espace de 20 ans. Alors, depuis, donc, et notamment la fermeture des hauts fourneaux. Et c'est vrai que lors de cette élection présidentielle, je n'avais pas forcément une idée extrêmement précise de là où j'allais aller dans cette démarche documentaire. Mais très rapidement, j'ai été évidemment confronté à la population locale, puisque le but, c'est toujours de suivre des personnes quand on est documentariste. Et c'est vrai qu'il y avait une distorsion extrêmement forte entre ces habitants, ces vies, et les valeurs qui pouvaient être incarnées, notamment par le futur vainqueur de l'élection présidentielle, ce qui ne faisait pas l'ombre d'un doute, notamment entre les 2 tours, en l'occurrence Emmanuel Macron. Et il y a une valeur qui a été mise en avant pendant cette campagne par le candidat Macron, c'est cette valeur de la mobilité, qui était extrêmement présente et qui est toujours bien sûr très présente dans son discours, jusque dans le nom de son parti En Marche, qui contient une forme d'injonction finalement au mouvement, et c'est une forme d'expression cachée pour parler d'adaptation finalement de nos concitoyens, d'une certaine manière d'adaptation au nouveau monde. Et donc par rapport à cette situation de Denain, je vais revenir un peu et très rapidement sur l'histoire de cette ville qui résonne énormément avec tout ce que vient de dire Dominique Méda. Je me pensais qu'il y avait vraiment quelque chose à documenter au début de ce quinquennat. Donc le but de ce travail, ça a été tout simplement de suivre plusieurs familles. Et quand je parle de famille, c'est parfois des cousins, des neveux, des nièces, dans leur quotidien, dans un quotidien qui peut être un quotidien de travail, mais qui est souvent aussi un quotidien de désœuvrement, puisqu'il y a une partie évidemment des protagonistes de ce livre qui sont à la recherche d'un emploi ou qui ne travaillent pas et qui ne sont pas à la recherche d'un emploi. Des personnes qui vont de mission d'intérim à des missions d'intérim avec toutes les problématiques de transport, donc c'est évidemment le fil rouge et l'axe central. Et j'ai aussi documenté le quotidien de travailleurs mobiles, pour le coup, qui vivent, eux, pour le coup, une mobilité contrainte par de très très longues distances, puisque c'est le propre des travailleurs peu qualifiés, puisqu'on est quand même dans une région où le taux de réussite au bac est de l'ordre de 20%. On inverse complètement les chiffres par rapport à la moyenne nationale. Et c'est vrai que ces travailleurs peu qualifiés vont se tourner vers des métiers où ils sont en forte concurrence avec les travailleurs détachés, à savoir les métiers des transports, de la logistique et du BTP, avec donc des missions qui sont de plus en plus éloignées et des personnes qui, la semaine, ne sont pas à la maison, tout simplement, donc ce qui évidemment contraint leur vie. Donc l'intérêt de la démarche documentaire, c'est vraiment d'approcher ces vies au plus près, d'être dans l'intimité, c'est ce que montre ce livre. Donc je ne peux pas vous montrer la forme, je serai avec le livre, voilà, et le livre est à la sortie, je proposerai éventuellement de le signer si vous le souhaitez, mais c'est un roman photo, donc c'est une forme éditoriale singulière, c'est pas un artifice stylistique. Le but du roman photo est à la fois d'allier l'image, la représentation de personnes qui sont
invisibilisés dans les représentations médiatiques. Je ne vais pas revenir sur le dernier rapport du CSA qui montre la faible présence des précaires, des travailleurs et des ouvriers dans les représentations médiatiques, et donc d'allier cette représentation à la parole, puisque dans les bulles, il n'y a rien de romancé, hein, c'est très documenté. Il s'agit en fait de paroles qui ont été enregistrées, retranscrites et validées par leurs auteurs. Voilà. Simple question, je rebondis sur ce que disait Dominique il y a un instant. On disait les Français, ils ont un rapport au travail avec de fortes attentes, bien-être matériel, statut social, etc., éthique du devoir. Quel est le rapport au travail des personnes à Denain ? On a l'impression, vu la description que vous nous faites, qu'on est loin de tout ça. C'est simplement peut-être juste avoir un revenu pour vivre, tout simplement. Alors, non, justement, et ça corrobore exactement ce que disait Dominique Méda sur les études dans le rapport au travail. Et ça, je l'ai vraiment vu au moment de la campagne présidentielle. Il y avait un candidat à l'époque que vous souteniez, en l'occurrence Benoît Hamon. Et le seul thème dont on a parlé dans cette campagne, c'était cette question du revenu universel. Et quand on interrogeait ces personnes sur la question du revenu universel, c'était souvent une proposition qui était très mal vécue. Très très mal vécue parce que on est dans des endroits où la culture du travail et du travail des mains, du travail lié à la production, et ça je vais y revenir, parce que c'est une distinction qui est très forte et qui est assez soulignée dans le livre, est quelque chose de central. On sait que c'est quelque chose qui structure, même si on n'a pas d'emploi. Et effectivement, le fait de ne pas avoir d'emploi est vécu comme une souffrance. Alors, moi, j'ai ma petite interprétation aussi sur ces chiffres, c'est que c'est aussi extrêmement présent depuis plusieurs décennies dans le discours politique. C'est central, je dirais, et c'est lié à un taux de chômage structurel important en France aussi, mais c'est vrai que c'est central et ça structure aussi ce rapport au travail. Le livre débute sur un flashback en bande dessinée où on revient 40 ans en arrière. Qu'est-ce qui s'est passé il y a 40 ans à Denain ? Usineur, on annonçait la fermeture d'Usineur. Donc, comme je le disais tout à l'heure, c'était vraiment le berceau d'Usineur. Il y avait une usine qui s'étendait sur 10 km avec un employeur qui structurait la vie. C'est-à-dire que les gens, ça offrait un emploi, mais pas seulement. Le paternalisme social faisait qu'on avait un certain nombre de services, on avait un accès à l'éducation, à la santé, aux loisirs. Et comme me le disaient d'anciens syndicalistes que j'ai interrogés, qui figurent dans la bande dessinée et plus tard, on pouvait vivre quasiment en autarcie. C'est-à-dire que l'usine était à côté de chez soi. Et d'un seul coup, tout s'est écroulé. 10 000 emplois ont été supprimés en l'espace de 10 ans. Je parle d'emplois directs, hein, puisque les emplois indirects ont disparu également, même s'il y a eu des départs en pré-retraite et tout. Hein. Mais on est véritablement passé d'une société de production à une société de consommation, où toute l'économie est structurée autour de l'économie de la consommation, y compris pour les plus pauvres. C'est-à-dire qu'on a des élus locaux, ils font ce qu'ils peuvent, hein, c'est pas forcément évident, dont le seul but est de faire venir des investisseurs pour faire venir de l'emploi, et tous ces emplois tournent autour de l'économie de la consommation, c'est-à-dire qu'en gros, on fait venir des surfaces commerciales, low cost le plus souvent, et les plateformes logistiques qui vont avec. Je caricature à peine, hein, mais c'est la réalité. Et c'est vrai que ça interroge sur d'autres modèles qui peuvent exister. On a d'autres territoires en France, je pense à Noyelles-les-Lances, si je ne m'abuse, qui s'est inscrite dans le mouvement des villes en transition, qui est un mouvement mondial, où là on a pris le contre-pied. J'utilise toujours cette image. Avant, à Denain, mais dans ces territoires en général, l'ouvrier cultivait son petit jardin à l'arrière de sa maison. Et d'ailleurs, dans la bande dessinée, on voit un ouvrier cultiver son jardin. Et aujourd'hui, ces jardins sont devenus les réceptacles de la surconsommation. Ce sont des petits dépotoirs finalement, et j'ai quasiment pas vu de jardin cultivé. Bien, merci beaucoup Vincent Jarousseau. Je rappelle la publication de votre livre, Les Racines de la colère. Et merci aussi pour votre effort de concision et de synthèse. Merci aussi à vous, Dominique. Ça va nous laisser du temps pour prendre des questions dans la salle. Alors, est-ce qu'il y a des questions qui émergent ? Oui, monsieur là-bas, je vous vois tout au fond. Merci. Ma question sera un peu longue. Donc, je Allez-y, préfère le dire. On a un petit peu de temps encore. Alors, comme on a un peu de temps,
Donc je me présente, Hicham, j'ai 42 ans, je suis entrepreneur dans l'innovation et les technologies depuis à peu près une vingtaine d'années. Je suis assez surpris en fait de tous les débats aujourd'hui, et notamment quand je vois la jolie brochure qui a été faite sur l'avenir du travail, l'avenir de l'emploi, l'avenir de l'économie. Et je suis heureux de voir autant de jeunes aussi, qui ont l'âge de ma nièce. Et j'aimerais, avant de poser la question, apporter quelques éléments de compréhension de la big picture. Parce que je pense que c'est important pour vous et je vous invite en fait à écouter avec attention ce que je vais dire. Les grands enjeux en fait que l'on a aujourd'hui ne sont pas des enjeux d'adéquation, je dirais, de compétences, de travail, d'emploi. Et je vais être assez radical dans mes propos. Très honnêtement, c'est du bullshit. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on est face à deux syndromes majeurs dont il faut prendre la mesure. Les politiques dans leur ensemble sont victimes d'un premier symptôme qui est le syndrome de stress post-traumatique. Le deuxième syndrome en fait, auquel on a affaire, il n'est pas du côté des politiques, il est du côté de la population, des citoyens, des individus, c'est le syndrome de Stockholm. Alors je m'explique. Syndrome de stress post-traumatique pour les politiques, c'est quoi ? C'est qu'aujourd'hui, le monde actuel dans lequel on vit, il ne va pas s'effondrer, il est en train de s'effondrer. Donc toutes les réalités sociétales, économiques et tous les paradigmes sur lesquels on a construit une société depuis 260 années de post-révolution industrielle, c'est en train de s'effondrer, ça fissure de partout. Donc il faut être atteint d'un syndrome de stress post-traumatique pour ne pas s'en rendre compte. Alors j'explique très rapidement qu'est-ce que le syndrome de stress post-traumatique pour les lycéens ici. C'est à peu près le syndrome du GI qui va faire la guerre en Irak et quand il revient, il est persuadé que c'est toujours la guerre. Vous voyez ? C'est ça en fait. Donc les politiques en fait sont persuadés que le monde en fait qu'ils ont créé depuis 260 ans, je dirais la représentation ultime c'est Davos, hein, donc la réunion de famille de ceux qui ont flingué la planète et ils vous disent on va trouver des solutions, c'est à peu près ça. Et le syndrome de Stockholm c'est quoi ? Et je suis heureux en fait qu'on ait ce témoignage sur les racines de la colère puisque je suis moi-même donésien, donc je connais très bien la région puisque j'ai grandi là-bas, j'ai fait mes études là-bas. Et j'ai vu la descente aux enfers d'une ville que je chéris depuis 30 ans. Donc tout ce que vous avez expliqué en termes de diagnostic est vrai. Et je dirais, si je peux me permettre, vous avez dressé uniquement l'écume, parce que c'est beaucoup plus profond que ça, et je pense que vous le savez également, on ne peut pas en 5 minutes, effectivement. Voilà. Et donc le deuxième syndrome, et ça c'est le vôtre, c'est le syndrome de Stockholm. Et on l'a à deux nains, le syndrome de Stockholm. Ce sont ceux aujourd'hui qui souffrent du capitalisme qui le défendent le plus. Les gilets jaunes que vous voyez dans la rue, ils souffrent du syndrome de Stockholm. Parce qu'en fait, ils veulent qu'on ne ferme pas les usines, ils veulent avoir du boulot, etc., etc., mais dans le paradigme actuel. Mais le paradigme actuel, en fait, il s'effondre. Donc la problématique qu'on a aujourd'hui, on va prendre des grandes temporalités. 1760, révolution industrielle, on est presque en 2020, ça fait 260 années. Entre 2020 et 2040, l'humanité va rentrer dans les plus grandes convulsions qu'elle a jamais en fait connues. Et ça, c'est important que vous le sachiez. Les plus grandes convulsions, c'est quoi ? C'est que quasiment toutes les ressources sur lesquelles on a basé notre modèle économique seront épuisées. C'est-à-dire que l'iPhone 25... Monsieur, s'il vous plaît. Je vais poser ma question tout de suite. Non, oui, j'aimerais bien, Voilà. parce que prenez bien conscience qu'il ne reste que 15 minutes. Il y a des gens qui ont envie de poser des questions. J'ai bien précisé. On a un artiste extraordinaire qui voudrait nous présenter des travaux. Bien sûr. J'aimerais bien que vous passiez directement Je vais la poser tout de suite. à votre question. Et si vous voulez, on continuera de discuter. Je vais la après, poser tout de suite. Parce que ce que vous dites est très intéressant. Mais en Votre propos question. introductif, j'ai rappelé qu'elle était longue. Et on m'a autorisé à la poser malgré la longueur de la question. Donc, question, s'il je vous la plaît. pose tout de suite. Je la pose tout de suite. Donc, ne pensez-vous pas qu'il serait enfin temps en fait, de penser une nouvelle réalité ? Parce que l'idée, ce n'est pas de fixer la réalité actuelle, c'est d'inventer une nouvelle réalité qui pourrait éventuellement rendre la réalité dans laquelle on est, qui est complètement en fait, biaisée, obsolète. C'est ça ma question. Question très large. Effectivement, non, peut-être ce qui est intéressant, effectivement, c'est cette histoire de syndrome de Stockholm. Vincent Jarousseau, vous l'avez senti, ça ? Effectivement, ceux qui souffrent le plus sont finalement les plus grands soutiens du capitalisme ?
C'est plus complexe que ça, et on pourrait parler des gilets jaunes, puisque en l'occurrence dans ce livre, un certain nombre des protagonistes mettent le gilet jaune, mais bon, on n'a pas le temps de développer. Je ne sais pas si on peut parler de syndrome de Stockholm, mais il y a une réalité que l'on peut effectivement constater, c'est que la consommation, y compris de ceux qui sont victimes quelque part de ce mode d'organisation et de ce système économique, est je dirais, un mode de consommation hyper capitaliste. Par exemple, quand je suis la famille de Guillaume, on le voit, il a une stratégie où il épluche les pages des réclames des différents supermarchés du coin, et il fait, chaque matin, il va dans des grandes surfaces différentes, low cost, en fonction, il fait de la chasse à la promotion en fait, pour essayer tout simplement de s'en sortir, mais surtout ce qu'il cherche, c'est à posséder des produits de marque, parce qu'il veut donner la même chose, il veut donner à ses enfants ce que tout le monde a, c'est-à-dire du Nutella. Par exemple, il me raconte qu'en début de mois, quand le RSA tombe, il va acheter de la viande pour le mois qu'il congèle pour être sûr d'avoir de la viande pendant tout le mois entier pour ses enfants. Et c'est vrai que ça peut rappeler un peu nos parents qui avaient connu le manque pendant la guerre, pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais en l'occurrence, c'est vrai que ces personnes ont connu le manque d'elles et au milieu des années 70 aussi. Dominique, pareil, vous faites ce constat aussi, vous qui êtes sociologue, vous pensez qu'effectivement, il y a cette recherche de statut social à travers le travail, mais aussi ce travail qui sert de consommation, qui permet elle-même d'atteindre un statut social? Oui, mais je ne vois pas pourquoi vous vous énervez, parce que ce que vous racontez, ce n'est pas du tout différent de ce qu'on raconte. C'est-à-dire, quand je dis que c'est le troisième scénario qu'il faudrait qu'on adopte, ça prend en considération le fait qu'on a une question écologique majeure devant nous, qu'on ne peut pas la régler sans prendre en considération la dimension sociale. C'est pour ça qu'on a eu les gilets jaunes quand même. C'est parce qu'on n'a pas mis l'argent nécessaire pour aider à ce changement. Et là où je vous rejoins aussi, c'est que oui, on va avoir à faire face à on va devoir s'engager dans une véritable révolution, changer tous nos repères, changer tous nos cadres cognitifs. C'est pour ça que je dis qu'il va falloir rompre avec notre obsession du PIB et d'autres choses. Mais dans cette société, je pense qu'il y aura pas moins de travail, mais plus de travail. C'est-à-dire, si on se dit, par exemple, hier, on était ensemble d'ailleurs avec Vincent, on est dans un groupe de travail avec Yves Cochet, qui a préparé des scénarios 2060 de nos sociétés, alors lui pense qu'il y aura, comme vous, un effondrement radical autour de 2040, qu'il y aura une partie de la population qui disparaîtra et qu'il faudra bien après reconstruire. Et dans cette reconstruction, on se donne un certain nombre de contraintes. On n'a plus autant d'électricité qu'avant, mais il va donc y avoir beaucoup plus de travail avant, ce qui va peut-être pas être très agréable, mais on peut penser qu'il va y avoir plus d'agriculture, parce qu'il va falloir qu'on se nourrisse, qu'on n'aura plus les aides d'avant, et donc on va avoir un monde entier à reconstruire. Donc je suis pas loin d'être d'accord avec vous, je suis même d'accord avec vous, et si vous voulez, je vois pas en quoi ce que vous dites est différent de ce qu'on raconte avec Vincent. Merci beaucoup Dominique. Pierre Pascal, ça te fait un sujet pour la 8e édition, la qualité du travail, on ne sait jamais. Merci à tous de votre attention, merci Vincent, merci Dominique.